Dans cette vidéo, on va parler du lien entre la force appliquée à un système mécanique et la variation du vecteur vitesse, qu'on peut aussi appeler le vecteur variation de vitesse. Alors dans un premier temps, je vais te parler des deux éléments séparément. Donc grand 1, comment trouver la force appliquée à un système? Déjà, il faut savoir ce que c'est cette force appliquée, en particulier quand finalement il y a plusieurs forces qui s'exercent sur un système. La force appliquée, qu'on peut appeler aussi la résultante des forces, c'est tout simplement la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système mécanique. Donc ça veut dire que vectoriellement, tu vas devoir les additionner. Donc par exemple ici, voici un sauteur en parachute qui est donc en train de sauter en parachute. Forcément, il est attiré par le bas puisqu'il subit la force qu'on appelle le poids, liée à la présence de la Terre. Et par ailleurs, l'air applique une force sur le système mécanique et cette force, elle est vers le haut. C'est pour ça que ça le ralentit un peu dans sa chute au moment où le parachute est ouvert. Donc la force appliquée à ce système globalement, ça va être la somme vectorielle des deux. Donc la force résultante, c'est égal à la force de l'air sur le système, plus P, le poids. Donc ici, je ne l'ai pas représenté, mais tu as une flèche vers le bas, donc une force vers le bas, une force vers le haut, donc les deux sont collinéaires, sauf qu'il y en a une qui est vers le bas, l'autre vers le haut. Quand tu vas les additionner, on voit bien que celle-ci est plus grande en norme que celle-ci, ce qui fait que globalement, ça va te faire une force résultante qui est quand même vers le bas. Deuxièmement, parlons de la deuxième partie, qu'est-ce que c'est le vecteur variation de vitesse? Alors déjà, conventionnellement, il s'écrit delta V. Donc delta, c'est on va dire c'est le D majuscule chez les Grecs, et V derrière pour dire variation de vitesse. Ce delta, en fait, il revient très souvent en physique, delta V, delta T, delta quelque chose. Ça veut toujours dire état final moins état initial. Donc ici, vitesse finale moins vitesse initiale. Alors je vais préciser un peu. Delta V à l'instant T, c'est la vitesse à l'instant d'après, donc T plus delta T, moins la vitesse à l'instant T, tout simplement. Alors maintenant, un petit point méthode. Comment faire pour soustraire comme ça des vecteurs? Parce que là, on n'est pas en train de soustraire des nombres, on est en train de soustraire des vecteurs. Donc la méthode. Voici un vecteur A et voici un vecteur B. Et donc on veut faire B moins A, par exemple. Alors B, il est là. Et alors déjà, on va commencer par trouver moins A. Donc A est là. Moins A, finalement, c'est exactement ce vecteur-là, mais en sens opposé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à la suite de B. Donc moins A, tu vois, c'est un vecteur qui va dans l'autre sens, donc je le recopie. Et je le mets directement comme ça. Donc ça, c'est moins A. Et j'ai mis le début du vecteur moins A à la fin du vecteur B. Ce qui fait que, maintenant, pour faire B moins A, ça revient bien au même, tu es d'accord avec moi, que B plus le vecteur moins A. Donc B plus le vecteur moins A. Et tu as vu en maths que quand je mets les deux vecteurs comme ça, qui se suivent, la somme des deux, c'est je pars du début du premier et je vais à la fin du second. Donc je pars d'ici. Là, je vais comme ça, et ici, on a bien le vecteur, ce vecteur-là, c'est bien le vecteur B moins A. Donc voilà, ça c'est un petit rappel. Donc maintenant, comment on va s'en servir? En général, ce qui va se passer dans un exo, c'est que tu vas avoir potentiellement une chronophotographie, c'est-à-dire la position à différents instants successifs d'un objet. Donc là, j'ai pris au hasard, ça ressemble à une balle qu'on lance. Donc instant T1, elle est là. À l'instant T2, elle est là, et elle a une vitesse V2. À l'instant T3, elle est là, elle a une vitesse V3. À l'instant T4, T5, T6. Alors, les vecteurs vitesse, là, comment je les ai choisis? Là, je t'avoue que c'est un petit peu au hasard. J'ai quand même essayé de respecter une chose qu'on a vue dans la vidéo sur les vecteurs vitesse, c'est que j'ai essayé de faire le vecteur vitesse tangent à la trajectoire. Donc la trajectoire, c'est une chronophotographie, donc je ne la connais pas parfaitement bien, je connais juste les positions successives. Donc j'ai imaginé une trajectoire fictive, là en pointillé, et tu vois, le vecteur V2, je l'ai fait à peu près tangent, enfin du mieux que j'ai pu, tangent à la trajectoire fictive, et vers la droite, puisque la balle va dans ce sens-là. V3, c'est pareil, j'ai essayé de le faire tangent à la trajectoire fictive, puisque c'est ses caractéristiques. Donc maintenant, je vais te montrer comment, par exemple, calculer delta V à l'instant T2, donc le delta V à cet endroit-là. Donc, c'est par définition, on remonte là, V à l'instant d'après, donc ici, là, c'est V3, moins V à l'instant T2, du coup, donc c'est V2. Donc ça fait V3 moins V2. Donc déjà, on a l'objectif. L'objectif, c'est de calculer V3 moins V2. Donc, on repense à la méthode. Donc ici, j'ai V3. Ensuite, il faut que je reporte moins V2 à la suite de V3. Donc là, il y a moins V2. Et ensuite, je relie le début et la fin, comme ceci. Sauf que je ne m'arrête pas là,
parce que tu vois que le vecteur V3 moins V2, il est là, mais ça ne m'intéresse pas de le reporter là. Pourquoi? Parce que là où je l'ai évalué, c'est en T2. Donc sur le graphique, ce qui est intéressant, ce vecteur delta V, c'est de le placer à l'instant T2. Et quand en T2, la balle, elle était là. Donc ce vecteur delta V, c'est ici que je veux l'indiquer. Donc là, je fais tout simplement une translation, tu vois, je le recopie, mais je le décale pour qu'il soit bien ici. Donc ici, on a notre vecteur delta V en T2. Donc là, moi, je m'aperçois que je ne l'ai pas très bien fait. Là, les deux devraient être parfaitement de la même longueur. Mais là, je suis au tableau, donc c'est un petit peu plus difficile. J'aurais une règle, j'aurais bien vérifié qu'ils ont la même longueur. Grand 3, maintenant qu'on a vu les deux bouts, on va parler du lien, justement, entre la force appliquée et le vecteur variation de vitesse. Ce lien, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette expression? Il y a un signe égal, donc déjà, c'est une équation, et puis c'est une équation vectorielle, c'est-à-dire que de chaque côté, il y a un vecteur. Ici, le vecteur delta V, dont on a parlé, et ici, le vecteur force résultante, dont on a parlé aussi. Et il y a d'autres termes. Donc M, qu'est-ce que c'est? M, c'est la masse du système, tout simplement. Donc, comme c'est une masse et qu'on est en physique, son unité, attention, là, c'est le kilogramme. Ensuite, on multiplie par delta V, dont on a parlé, la variation de vitesse à l'instant t. Je divise par delta t. Delta t, c'est l'intervalle de temps entre les deux vitesses qui nous ont intéressés quand on a calculé delta V, est égal à la force résultante, autrement dit, à la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. C'est ce qu'on a vu au grand 1. Donc, en termes d'unité, là, on a dit que c'était des kilos. Delta T, pour commencer, ça, c'est des secondes. Delta V, c'est des mètres secondes moins 1. Et la force, c'est en newton. Voilà. Alors maintenant, je vais te montrer quelques situations pratiques, parce qu'on est bien d'accord, ça c'est une formule un peu théorique. Je vais te montrer comment ça peut s'utiliser. Par exemple, premier cas intéressant, c'est système isolé ou pseudo-isolé. Donc, système isolé, c'est un système qui ne subit pas de force. Système pseudo-isolé, c'est un système qui subit des forces qui se compensent. Ça veut dire quoi, des forces qui se compensent? Ça veut dire que leur somme vectorielle vaut 0. Donc, justement, ce F résultant, c'est la somme des forces. Donc que tu sois là, F égale 0, ou que tu sois là, somme des forces est égale à 0, donc ça revient au même, FRS égale vecteur nul. D'après cette équation, puisqu'ici c'est le vecteur nul, ça veut dire que le côté gauche est aussi le vecteur nul. La masse du système ne peut pas être égale à 0, donc qu'est-ce qui vaut 0 là-dedans? C'est delta V. Donc delta V est égal au vecteur nul. Et qu'est-ce que ça signifie ça? Delta V, c'est la vitesse à l'instant d'après moins la vitesse à l'instant d'avant. Si la soustraction des deux, si V d'après moins V d'avant est égal à 0, c'est que V d'après est égal à V d'avant. Conclusion, ça veut dire que la vitesse à chaque instant est toujours la même. Le vecteur vitesse est toujours le même. Donc forcément, après moins avant, ça vaut 0. Conclusion, la vitesse est constante. Et ça te fait penser à rien du tout? Ben, je pense que si. C'est le principe d'inertie, ça on l'a déjà vu. C'est-à-dire que pour un système qui ne subit pas de force extérieure ou des forces qui se compensent, alors, soit le mouvement est rectiligne uniforme, soit le mouvement est immobile, donc il n'y a pas de mouvement. C'est ce que ça veut dire ça, V égale constante. Quand le vecteur vitesse d'un objet est constant, ça veut bien dire mouvement rectiligne. Voire mouvement nul si cette constante vaut le vecteur nul. Deuxième cas, la chute libre. La chute libre, c'est je lâche un objet, il tombe. Donc pourquoi il tombe? Parce qu'il subit le poids. Ça veut dire que la force résultante, la seule force qu'on va considérer dans cette situation, c'est le poids. Donc le poids, P égale mg. M, la masse du système, G, l'intensité de pesanteur. Ça, c'est un vecteur qui est vers le bas, qui traduit le fait que l'objet est attiré vers le bas. Donc maintenant, je reporte dans l'équation qu'on a vue tout à l'heure. Delta V sur delta T égale G. En effet, ce M-là, c'est simplifié avec celui-ci. Clac, de chaque côté, il se simplifie, donc les M disparaissent. Donc on a delta V sur delta T est égal à G. Ça, qu'est-ce qu'on en tire comme information? Il y a un vecteur, il y en a un autre. Ici, il y a un coefficient de proportionnalité, 1 sur delta t. Donc déjà, première chose, delta V et G sont collinéaires. Et puisque G est vers le bas, les deux sont vers le bas, puisque 1 sur delta t est un nombre positif. Donc delta V et G sont tous les deux vers le bas. Qu'est-ce qu'on en tire encore plus loin, en réfléchissant un petit peu? Ça veut dire quoi que delta V est vers le bas? Ça veut dire que V en t plus delta t, c'est un vecteur qui est plus grand que V en t. Donc les deux sont vers le bas puisque l'objet tombe, mais V en t plus delta t est plus grand. Voilà pourquoi delta V qui est égal à ce vecteur moins celui-là, lui aussi est vers le bas.
Donc ça veut dire quoi que celui-ci soit plus grand que celui-là? Ça veut dire que la vitesse augmente. La vitesse de chute vers le bas est en train d'augmenter. Et c'est assez intuitif. Tu lâches un objet, au début sa vitesse est nulle puisque tu le lâches, et puis au fur et à mesure, sa vitesse est en train d'augmenter. On le retrouve ici, on retrouve cette idée, et on pourrait même faire des calculs potentiellement si on avait des valeurs de delta t ou des choses comme ça.